il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et ce matin, notre invité de la matinale est Thierry Simelière, vice-président du conseil départemental des Côtes-d'Armor en charge de la culture, également maire de Saint-Quay-Portrieux et candidat de l'Union du Centre et de la droite républicaine aux élections départementales. Il est venu jusqu'à nous au studio de la matinale, je l'en remercie. Bonjour Thierry Simelière. Oui, bonjour à tous et à toutes. Alors Thierry Simelière, vous relancez, vous allez être candidat à votre succession dans le département des Côtes-d'Armor. Est-ce que les choses ont beaucoup changé depuis la dernière fois, allais-je dire ? Les choses ont changé, si on veut bien dire, en termes de gestion du département, puisque quand on avait été élu en 2015, il y avait un certain nombre de réformes qui étaient nécessaires, notamment des réformes sociales, plutôt dans le bon sens d'ailleurs, tout ce qui concernait l'aide à domicile, notamment des personnes âgées avec nécessité de regroupement de plusieurs structures. Il y avait nécessité aussi de faire un point sur le plan financier, puisqu'on voyait bien qu'il y avait des charges de fonctionnement importantes. Et si on voulait dégager de l'épargne pour continuer à investir, on a dû faire quelques économies en fonctionnement, ce qui nous a permis de maintenir environ 80, voire 85, voire 90 millions d'euros d'investissement, notamment dans nos grandes compétences, on va dire les collèges, les routes départementales, essentiellement. Et ce qui a changé aussi, bien sûr, c'est la crise sanitaire qui nous est tombée dessus. On ne l'a pas vu venir l'année dernière. Et là encore, le département était particulièrement présent dans sa grande compétence, qui est la compétence sociale. Et on a dû être très, très présent auprès des établissements qui reçoivent des personnes âgées, au niveau des collèges, très présent au niveau, bien sûr, de tout ce qui est social, notamment dans le cadre du RSA, l'accès au logement. Et il a fallu bien sûr répondre à toutes les problématiques sanitaires et bien sûr protéger l'ensemble du personnel du conseil départemental qui avait des grandes responsabilités. Alors Thierry Simelière, vous faisiez allusion à cette crise sanitaire qui nous touche toujours et encore, même si on espère une petite embellie avec l'ouverture des terrasses, c'est prévu pour mercredi, alors on va croiser les doigts. Le social, ça a été important, en tout cas dans le contexte qui a été celui de cette crise sanitaire. Comment le département est intervenu ? Par exemple, on pense aussi aux jeunes qui étaient scolarisés, ça a été compliqué, il faut bien le dire. Comment le département est intervenu à ce niveau-là ? Il y a toujours besoin d'une explication parce qu'on a affaire à la strate administrative française. Les communes s'occupent des écoles primaires, le département plutôt des structures collèges et la région va faire cours des lycées. Donc notre compétence, c'était les collèges. Déjà, on avait mis en place non pas une réforme, puisqu'on n'est pas chargé de l'enseignement et l'éducation reste de la responsabilité des professeurs. Nous, on devait rénover ou voire reconstruire un certain nombre de collèges et l'ensemble du personnel. Bien sûr, non pas administratif, mais d'entretien et sous notre responsabilité. Donc, au niveau des collèges, la grande difficulté, c'était déjà de protéger l'ensemble des collégiens. Donc, on s'est mobilisé pour mettre à disposition un certain nombre de masques, les gestes barrières, mais aussi participer à la protection des enseignants, qui était plus de la responsabilité du monde éducatif et de l'éducation nationale. Toujours et surtout, protéger les agents du département qui étaient amenés à intervenir. Donc, une grande mobilisation. Je crois qu'on a été au rendez-vous, chacun l'a su et le voit. Alors, je dis souvent en politique, quand on a une action politique, il y a le visible. Alors, quand on fait une retraite départementale, ça se voit, il y a des travaux, il y a des panneaux, et il y a l'invisible, c'est invisible qui touche chacun dans son quotidien. Et là, on a vraiment été au rendez-vous. Alors, il y a eu cette précarité aussi qui s'est abattue sur beaucoup de personnes déjà fragiles dans notre département. Là aussi, le département a été présent, en tout cas, le conseil départemental a été présent. Oui, c'est ce on prend en charge le RSA, qui est le revenu social. Mais surtout, c'était ces personnes au bord de la route. Et là encore, nous, on a mis les moyens, mais surtout, il faut rendre hommage à l'ensemble des agents du département qui ont été très, très présents pour accompagner chacun dans des situations. Et chaque cas est un cas particulier, c'est-à-dire une situation de détresse, accès, surtout les difficultés à trouver de l'emploi, les formations aussi qui ne pouvaient pas forcément avoir lieu. Et bien sûr, faire en sorte que chacun puisse se loger. Donc toutes ces actions ont été mises en place et c'est l'une des grandes actions d'ailleurs du département, c'est la compétence principale, la compétence phare. Sur un budget d'environ 600, on va dire 40 millions d'euros, il y en a pratiquement 54 voire 55% qui est fléché sur l'action sociale et toutes les solidarités.
ne parlons pas, enfin on peut pas l'oublier non plus, puisque mon binôme est vice-président chargé de l'enfance et de la famille, là encore la PMI, la protection des enfants, et puis bien sûr les mineurs non accompagnés, il y en a plus de 200, 240 dans la région de Saint-Brieuc et qu'on a pris en charge. Alors Thierry Simulière, je le disais en commençant, vous vous relancez dans la bataille, donc candidat à votre succession. Le paysage politique aussi a changé depuis la dernière fois. On est actuellement dans une droite qui tangue, il faut bien le dire, une gauche qui essaie de s'unir et la montée inexorable du Rassemblement national. Est-ce que vous la comprenez, cette montée justement du Rassemblement national ? Je pense qu'actuellement, on est dans une difficulté puisqu'il y a eu beaucoup de réformes qui ont été mises en place, on va dire, par le gouvernement et le président de la République. Si on ne peut pas contester un certain nombre de réformes, elles ont été très très mal comprises. Ça, je crois qu'on ne peut pas le renier. La réforme des retraites qui a débouché sur le mouvement des Gilets jaunes. Donc tous ces mouvements de foule et de ces mouvements de revendication n'ont pas, à mon avis, été bien entendus. Je le dis et c'est clair. Je crois que la difficulté, c'est qu'on a à la tête de notre France des bonnes personnes, c'est-à-dire qui sont on va dire technocrates. C'est pas un mot que je vais pour dénigrer, mais c'est simplement, souvent ils ne sont pas passés par ce qu'on appelle le terrain, comme nous qui sommes des élus de terrain. On a d'abord été conseillers municipaux, moi j'ai eu la chance d'être d'emblée adjoint, puis ensuite on est maire d'une commune, et on se frotte à cette réalité du terrain, et je crois qu'il était nécessaire que le gouvernement s'appuie sur ces collectivités. Alors c'est toujours la problématique de la France, c'est-à-dire les décisions qui tombent d'en haut, comme on dit. Finalement, on utilise, quand c'est utile, les collectivités, les élus de terrain, alors qu'on aurait très bien pu travailler sur ce qu'on appelle une différenciation territoriale, une déconcentration, une identité, et là, on aurait pu être au rendez-vous, et je pense que ce rendez-vous a été un petit peu loupé, il faut bien le reconnaître. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une montée de cet extrême. Alors, le Rassemblement national est très, très présent, on le voit bien, avec surtout ce ressenti d'être abandonné, il faut faire très attention. L'impression que finalement, c'est peut-être pas si méchant que ça, et ce qui m'inquiète beaucoup, et je l'ai encore entendu ce week-end, et si on essayait ? Et si on essayait ? Et si on essayait ? Vous entendez vous êtes maire de Saint-Quay-Portrieux. Très peu dans ma commune, mais c'est un retour sur l'ensemble du canton. En 2015, le Front, enfin ce qu'on appelait le Front National ou Rassemblement National, parce que souvent on utilise les deux mots, avait quand même fait 19% des voix sur un canton qui est plutôt, on va dire, plutôt centriste, socialiste, plutôt, on va dire, à tendance sociale et solidaire. Ce qui était quand même totalement incompréhensible, 19%. Ils n'avaient pas pu se maintenir au deuxième tour puisqu'ils n'avaient pas fait 12% du nombre d'inscrits. Et on voit bien que ce sont des candidats hors sol, on les connaît pas, on ne sait pas d'où ils viennent, et on voit bien que les citoyens qui votent pour une marque. Une marque, c'est-à-dire il y a une photo de Madame Le Pen, il y a 3 ou 4 revendications très identitaires. D'ailleurs, j'ai relu ce qu'ils avaient présenté en 2015, et on voit bien que c'est pas un programme qui n'a pas d'action sur le territoire, et ça fait vraiment très très peur. Alors, on a l'impression aussi qu'on est déjà dans la phase des élections, en tout cas de l'élection présidentielle. On voit que c'est un tour de chauffe, oui. Alors nous, le même jour, il va y avoir 2 élections, les élections régionales et départementales. Les élections régionales, on voit bien que c'est un tour de chauffe, évidemment, dans l'action des présidentielles, et chacun va se compter. On voit qu'il y a un certain nombre de listes pour les régionales, notamment en Bretagne. Par contre, les élections départementales sont plus des élections locales. On va voter, on l'espère, pour des candidats bien implantés sur le territoire, qui ont essayé, dans cette crise sanitaire, d'avoir un bon bilan, et puis surtout de bien accompagner à la fois les habitants, ceux qui en avaient le plus besoin, les plus fragiles, mais aussi nos communes. Est-ce qu'on sera remercié ? Je ne sais pas pour cette action. En tout cas, on espère beaucoup que ce vote, qu'il y a une différence de vote entre une élection plutôt régionale très politisée et une élection plutôt locale, où je pense qu'on peut voter pour des candidats qui sont soit des élus de terrain, qui ont bien travaillé et que l'on connaît surtout. Voilà, j'allais le dire, les figures, le fait que les candidats soient connus, on est plus finalement sur des personnes que sur des partis politiques.
Je pense qu'il ne faut pas non plus se cacher. Moi, j'ai fait partie d'une majorité départementale. C'est la moitié des élus de la majorité n'étaient pas encartés d'ailleurs. Certains avaient des cartes ce qu'on appelait l'UMP. Moi, j'étais plutôt une carte centriste, les centristes ou UDI. Mon binôme n'était pas encarté. L'idée, c'était d'avoir plutôt un panel de personnalités, on va dire, avec une connotation centriste, plutôt, on va dire, sociale, un peu libérale aussi, et surtout avec comme objectif de s'entendre. Et finalement, ça s'est pas si mal passé que ça. On a eu quelques soubresauts, évidemment, chacun le sait. Il y a eu des départs, il y a eu des délégations qui ont été supprimées, non pas pour des difficultés de projet collectifs ou des votes qui auraient été aberrants, mais plus parce qu'il y a eu à un moment 2 candidats qui étaient candidats sur une même élection, notamment les sénatoriales. Bon, ça a laissé un petit peu de traces, mais bon, ça c'est le quotidien de la vie politique. Mais en tout cas, on n'a pas eu de négociation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de négociation entre un parti, on va dire, de droite républicaine, les Républicains, avec les centristes, d'autres partis. Aucune négociation. Alain Cadec, qui est notre chef de file pour cette élection, a surtout proposé à ceux qui étaient déjà conseillers départementaux, c'est le terme, ou vice-président de poursuivre. C'était la première question. Certains ont poursuivi, d'autres n'ont pas poursuivi. Et on a essayé, dans les cantons, on n'était pas élus, de trouver des personnalités, pas en fonction de leur étiquette politique, mais de leur ancrage local. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est parti tout à fait unis, il n'y a aucune tension particulière. Alors, on voit la gauche qui essaie de se réunir. Oui. Alors bon, la droite a un peu tangué, je le disais tout à l'heure, alors c'est plus à l'échelle nationale. Donc voilà, ça n'a pas d'impact, je dirais, sur le terrain. Mais la gauche, sur le terrain des Côtes d'Armor, en l'occurrence, a essayé de se réunir. Est-ce que c'est une bonne chose, vous qui regardez ça de l'autre côté, j'allais dire, de la barrière? C'est toujours des négociations, comment dire, derrière salle, on connaît, tu me donnes tant de candidats, je t'en prends tant. Bon, apparemment, ça n'a pas posé de grandes difficultés à part 2 cantons, j'ai cru comprendre. Notamment l'UDB a claqué la porte, c'est le terme. Mais ils ont essayé de faire une liste d'union. Nous, on a une liste d'union. Ce qui va être très perturbant, c'est surtout les candidats du Rassemblement national et leur ancrage, non pas local, mais le poids qu'ils vont représenter, notamment pour le premier tour et la possibilité qu'il ne faut pas exclure de se maintenir au 2e tour. Vous craignez cette possibilité de maintien au second tour? Oui, tout à fait, mais il faut le rappeler pour nos auditeurs, il faut avoir 12% des inscrits, pas des électeurs, pour pouvoir se maintenir. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il y a des grands projets qui ont été lancés. Vous inscrivez finalement, Thierry Simelière, dans la poursuite de ces grands projets. Alors, on va en dire un mot ou deux de votre programme, évidemment. Il y a des projets à conclure et c'est pas tout à fait fini, il faut aller jusqu'au bout. Alors, le projet est écrit, on est dans la continuité de ce qu'on a mis en place. Alors, mes collègues pourraient parler de, comme on dit, le visible, c'est les routes départementales, on en a rénové pratiquement plus d'1 tiers. Alors, il y avait urgence. Il y avait urgence, tout à fait. Et rien que dans le canton dont je suis issu, qui est le canton de Ploie, il y a plus de 120 km à peu près de routes départementales. On en a rénové 53 km, donc ce qui fait qu'on a été au rendez-vous. Alors, il faut faire très attention dans ces rénovations. On remet des routes de qualité, mais souvent, on augmente la vitesse. Donc, il faut toujours travailler sur les aménagements et faire attention à limiter la vitesse, tout simplement pour garantir la sécurité, bien sûr, des usagers. Et la difficulté, souvent, lorsqu'on rénove ces routes, c'est la cohabitation des différents modes de mobilité. On voit bien qu'il y a une forte demande de tout ce qui est déplacement plus doux, notamment sur les communes littorales. Et on va faire des routes ou des rues, on va dire, parallèles pour travailler sur des aménagements. L'idée, c'est de ne pas amener les vélos sur les routes départementales où là, on crée des difficultés, on les met en danger. Voilà, il y a danger à faire de vélo parfois sur les routes départementales, en effet. Mais alors, ça a un coût aussi. Je crois que c'est pas d'aller sur les routes départementales qui est dangereux, c'est la cohabitation de plusieurs usages. Parce que c'est souvent ceux qui sont en voiture qui roulent beaucoup trop vite. D'ailleurs, comme je le dis, c'est curieux, il y a sûrement 2 populations en France, ceux qui sont dans les voitures, ceux qui sont à pied ou en vélo.
Et on voit bien qu'on n'a pas du tout les mêmes comportements quand on est en voiture, à pied ou sur un vélo. Et il faut toujours essayer de se mettre à la place des usagers du vélo. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs dans la commune de Saint-Quay-Portrieux. Il y a 3 semaines, on était 6 élus. On a fait le tour de l'ensemble de la commune à vélo. Alors vélo éventuellement assisté, parce qu'il y a un petit peu de côte et c'est pas toujours courageux parfois. C'est pas toujours facile, mais ce qui nous a permis de voir les difficultés, les points sensibles et et on voit bien qu'effectivement il y a un certain nombre de comportements de voitures, enfin surtout des conducteurs, qui fait qu'ils sont toujours très pressés, puisqu'on on raisonne pas forcément en kilomètres, mais en temps de transport et de trajet. Donc il va falloir beaucoup travailler sur cette cohabitation. Alors ça aura un coût aussi si on décide de faire des routes parallèles ou des pistes aménagées. Là aussi ça rentre dans le programme, ce coût supplémentaire, ces mobilités douces. Moi, je pense qu'il y a une forte demande. D'abord, c'est la compétence du département de travailler sur la sécurité des routes départementales. Alors, les routes communales sont sous la responsabilité, bien sûr, des communes, et les routes nationales, c'est la responsabilité de l'État. Non, aujourd'hui, ça, c'est de l'investissement, mais ce qui est important, c'est aussi le fonctionnement. Et comme je le disais en introduction de cet entretien, c'est vraiment la compétence sociale, tout ce qui est protection sociale et tout ce qui est surtout en direction des personnes âgées, enfance, famille, insertion et RSA, c'est plus de 50% du budget, et là, il faut vraiment être présent à ce rendez-vous. Alors, rendez-vous social, donc, qui a été, on le disait aussi en commençant, accentué par cette crise sanitaire. Est-ce qu'il y a des grands projets, là aussi, des choses à développer, peut-être avec les associations, avec les entreprises? On parlait de formation tout à l'heure, au niveau du social. Est-ce que vous avez envie de mettre, j'allais dire, un coup d'accélérateur sans faire de vilain jeu de mots là-dessus? Au point de vue économique, c'est pas la compétence du département, c'est la compétence de la région qui va contractualiser avec les intercommunalités. Mais nous, on est présent au niveau de la formation et on travaille beaucoup sur les chantiers d'insertion, par exemple, et sur le parcours personnalisé de chaque demandeur d'emploi, notamment allocataire du RSA, pour le ramener à l'emploi. C'est l'objectif. Bon, c'est pas, une tâche d'être au RSA, parce que chacun a son propre parcours personnel, et je pense qu'il faut pas montrer du doigt ceux qui sont en grande difficulté, mais l'idée, c'est de pouvoir les remettre dans le circuit, comme on dit, des chantiers d'insertion, des formations en lien avec la région, et pour que chacun retrouve un peu de dignité dans sa vie et retrouve du travail. Je crois que c'est l'objectif. Moi, c'est un des grands objectifs que j'essaie d'avoir dans ma commune, mais au niveau du département, c'est faire en sorte que chacun puisse avoir un travail, être correctement logé, bien soigné aussi. Parce que la problématique de la santé aujourd'hui est un dossier d'urgence dans le département. On manque de médecins finalement, dans les zones rurales en particulier. Alors, je pense qu'il ne faut pas dire que dans les zones rurales. Pas que dans les zones rurales. Dans la ville de préfecture comme Saint-Brieuc, il y a actuellement une difficulté qui est en train d'apparaître. Et on le voit même dans certaines spécialités. On sait que dans les 2-3 ans, il y a des compétences qui vont complètement disparaître. Aujourd'hui, prendre rendez-vous avec un ophtalmo, un neurologue ou un dermatologue devient extrêmement compliqué. Et les personnes sont parfois obligées de se déplacer dans des villes périphériques, voire Rennes, Brest, voire Saint-Malo, ce qui veut bien dire que ça va poser un problème d'accès à la santé, au droit à la santé, mais aussi de mobilité, puisqu'il faut avoir la possibilité de se déplacer. Et pour les plus fragiles, c'est compliqué d'aller loin, souvent. Oui, c'est pour cette raison que je l'ai souvent plaidé dans le cadre de l'agglomération. J'ai toujours plaidé en cas de difficulté d'installation de médecins libéraux. Si les médecins libéraux peuvent s'organiser, laissons-les faire, accompagnons-les. Pour la création de centres de santé, c'est-à-dire des centres de santé, c'est des centres qui sont gérés par des collectivités ou des associations avec des médecins salariés qui peuvent créer des antennes et donc travailler sur l'ensemble du territoire. La moitié du chemin est déjà fait puisqu'on a créé un centre de santé à Saint-Quay-Portrieux avec 3 médecins et le 4e médecin. Plérin a pris la même décision. La ville de Langueux a pris aussi une décision, ce qui fait que sur l'agglomération 32 communes, il y aurait 3 centres de santé. On peut travailler sur une coordination avec la création d'antennes pour aller au plus près de ceux qui en ont le plus besoin. C'est simple.
On peut le mettre en place, bien sûr, ça nécessite des moyens. Il faut accompagner sur le plan financier, mais ça veut dire que ce qu'on va faire ici, on ne le fera pas ailleurs. De façon, on va dire, provocante, j'avais dit, on va créer un centre de santé avec médecins salariés à Saint-Quay-Portrieux, mais on mettra peut-être moins de guirlandes à Noël. Finalement, on a réussi à faire les deux. Voilà, vous avez mis des guirlandes et ça a fait du bien, parce qu'on avait besoin Noël dernier. On parlait des précaires, il y a aussi, vous en avez dit un petit mot tout à l'heure, mais ces jeunes mineurs non accompagnés, souvent issus de l'immigration, qui viennent trouver refuge pour fuir la guerre. Alors, ils sont pris en charge par dans le cadre de la délégation de mon binôme, donc Madame Valérie Rumiano, avec laquelle nous avons pris la décision de nous représenter, puisqu'elle n'a pas du tout démérité dans des postes l'enfance, la famille, la protection de l'enfance, l'accompagnement de la parentalité, l'accompagnement aussi des mamans qui ont le désir de grossesse, parce que moi je pensais qu'elle accompagnait qu'au moment où la femme était déjà enceinte. Pas du tout, on peut aussi accompagner avant le désir de grossesse. Et puis ces mineurs non accompagnés, ils sont présents sur notre territoire, on ne peut pas les laisser dehors. Il y a un certain nombre de moyens qui ont été mis en face, à la fois des assistants sociaux, bien sûr, trouver des structures de logement et surtout comment les intégrer dignement dans notre société. Et là, effectivement, ça fait partie des dossiers clivants sur lesquels, quel fonds de commerce, on va dire, du Rassemblement national, dès qu'on voit des personnes de couleurs différentes, tout de suite, ça devient extrêmement clivant. Et je pense que nous, on n'adhère pas du tout. D'ailleurs, c'est... Comme on nous dit souvent, c'est une liste, c'est pas une liste, mais des cantons où sont représentés l'union du centre et de la droite. J'insiste beaucoup, d'ailleurs, c'est vraiment du centre. Moi, je suis un centriste. Je l'ai dit en commençant. Je suis vraiment un centriste depuis toujours. Je sais où j'habite, je sais ce que je suis. Le centrisme, c'est aussi ceux qui ont du cœur. Et d'ailleurs, notre logo et notre étendard, c'est les Côtes d'Armor au cœur, ce qui veut bien dire qu'on a aussi du cœur et qu'on a démontré qu'on pouvait être présent auprès des habitants, des citoyens et essayer de répondre à leurs problématiques quotidiennes. Alors on voit que les Côtes d'Armor sont en vogue aujourd'hui. Le département est très couru, comme l'on dit de façon un peu triviale. On voit beaucoup de métropolitains. Alors j'en parle de temps en temps sur cette antenne qui viennent d'autres villes. Alors on les met un peu sous la bannière parisien, mais ils viennent d'autres villes françaises chercher le fait de pouvoir échapper peut-être un peu à l'emprise de la ville, vivre à la campagne. Ça nécessite aussi des structures. Comment le département, là, intervient également sur toutes ces structures ? Aujourd'hui, nous, on a surtout travaillé sur l'attractivité du département, qui est là aussi une compétence, puisqu'on a Côtes d'Armor Développement, qui est sous la responsabilité de mon collègue Hervé Léon, qui est maire de Perros-Guirec. Et l'idée, c'est de rendre notre territoire attractif. Alors, c'est un grand mot, mais c'est une addition de critères. Alors, certes, on a une très belle côte. Et j'en connais une partie, notamment la côte littorale, mais lui, il a la côte de Granit Rose, mais aussi sur le bien vivre dans les Côtes d'Armor. Et on voit bien que dans le cadre de cette crise sanitaire, un certain nombre on ne va pas dire parisiens, parce qu'on dit toujours les Parisiens. Voilà, je fais un petit clin d'œil. On a aussi des Rennais, on a d'autres régions qui ont découvert qu'on pouvait bien vivre, bien travailler, et surtout avoir les conditions de travail et d'accueil exceptionnelles, il faut le dire. Quand je vais à Paris, parce que je vais quand même aussi à Paris dans l'autre sens, parce qu'il n'y a pas que les Parisiens qui viennent en Bretagne, les Bretons vont à Paris, notamment dans le cadre de mes responsabilités culturelles. On me dit, mais comment tu arrives à tout faire ? Je dis, c'est pas compliqué, je suis à moins de 20 minutes, d'un quart d'heure de tout, je peux tout faire dans la journée, je peux très bien être dans une partie du canton, le soir aller voir un spectacle, le lendemain je peux me baigner, je peux faire du bateau, et j'ai très peu de temps de déplacement, et donc il y a une qualité de vie que l'on revendique. Ce qui veut dire qu'il faut être effectivement au rendez-vous sur ce qu'on appelle les services de proximité, notamment en ce qui concerne l'enseignement, donc des écoles primaires et des écoles d'enseignement comme les collèges, les lycées d'enseignement supérieur, être au rendez-vous aussi pour le monde de la santé, c'est-à-dire que c'est un des critères aussi, y a-t-il ou non des docteurs dans le territoire ? Et aussi avoir des services municipaux, mais aussi départements de qualité qui sont là pour traiter le quotidien. Ça va depuis l'entretien des routes, quand il y a de la neige, c'est exceptionnel. Quand il y a du verglas, c'est exceptionnel, mais aussi pour avoir
un territoire très attractif et bien entretenu, c'est le terme. Et donc, l'addition de ces critères fait qu'aujourd'hui, il y a une attractivité. Par contre, le pendant, c'est qu'on voit une offre de logement très limitée et surtout le prix du marché qui commence à augmenter, avec des prix au mètre carré qui commencent à poser problème, donc forcément un problème d'accessibilité pour les populations, on va dire moyennes ou un peu plus fragiles. Donc, la nécessité d'avoir une politique sociale très forte, notamment en termes de logement. Thierry Simulière, il nous reste 2 petites minutes. Je disais en commençant que vous étiez vice-président du conseil départemental en charge de la culture et j'aurais pu rajouter du patrimoine. Hein, c'est votre charge exacte. La culture a beaucoup souffert. On l'a vu pendant cette crise sanitaire. Le département était là. Ah, tout à fait. Aujourd'hui, il va falloir se reconstruire, remettre sur pied les festivals, les rendez-vous culturels. On en a tellement besoin. Est-ce que le département, là aussi, va devoir faire un effort supplémentaire ? Oui, l'effort a déjà été fait l'année dernière, au mois de juillet et au mois d'août, puisque j'avais une enveloppe, on va dire financière, parce que si on n'a pas de moyens, on est plus dans la discussion littéraire. On avait proposé un dispositif qui s'appelle Culture avec un S, Commune avec un S, où on proposait qu'une collectivité, notamment les communes, s'engagent sur un projet culturel et on accompagnait jusqu'à 2 000 €. On a eu plus d'une centaine de projets qui ont été reçus. Il y en a eu un seul, à la limite, qu'on n'a pas pu recevoir. Et on remet en place ce dispositif. Le lancement à projet a été signé par le président du département, Robin Boutron. Et on voit très bien qu'on va être présent auprès des communes et des artistes plutôt locaux. Et donc, on va injecter, c'est le terme, de l'argent, mais aussi être très présent auprès des artistes pour cet été. Et on n'a jamais abandonné non plus ceux qui avaient des festivals qui ont été annulés. On a versé les subventions en fonction des engagements, ne serait-ce qu'en communication, des engagements lorsqu'ils avaient des contrats, les engagements vis-à-vis des emplois, et le département, là encore, avec les autres collectivités auxquelles il faut rendre hommage aussi, que ce soit les communes, les intercommunalités ou la région, on a réussi à trouver un consensus pour vraiment être très très présent. Alors, on va devoir se quitter, Thierry Simulière. Vous voyez l'avenir comment ? Est-ce qu'il y a un grand espoir ? Voilà, c'est une question un peu ouverte et très, très vaste. Moi, je suis toujours un optimiste, c'est mon côté médical. Bon, il y avait un abcès, il faut l'inciser. Voilà, je n'ai pas précisé, vous étiez aussi chirurgien. Oui, on va guérir. Et c'est vrai qu'en venant vous voir, j'entendais sortie de la crise sanitaire, ouverture des terrasses, et en même temps, il y a une guerre en Israël et en Palestine qui est quand même dramatique, sur laquelle on ne peut pas être totalement absent. Donc, ce qui veut dire que dans ce malheur qu'on appelle le malheur des temps qu'on vit aujourd'hui, on l'a connu au Moyen-Âge, il y a eu des grandes épidémies, puis on savait traiter ce type de dossier. Alors effectivement, il y avait beaucoup plus de morts. Mais aujourd'hui, non, c'est plutôt... je pense que la conclusion, c'est qu'on va démontrer, et je l'espère, qu'on va peut-être pas prendre nos mauvaises habitudes et qu'on a démontré qu'on avait besoin les uns des autres. C'est assez démontré. Ne serait-ce que pour les vaccins, il a fallu se mobiliser dans ma commune. On a appelé plus de 500 personnes pour voir ceux qui avaient eu accès ou non au vaccin, prendre les rendez-vous, faire du covoiturage, les emmener au plus près. Et s'il y a une conclusion, on a vraiment besoin les uns des autres et soutenons-nous. La solidarité, donc voilà, c'est important et c'est là-dessus que l'on va se quitter. Thierry Simulière, je rappelle que vous êtes vice-président du conseil départemental des Côtes-d'Armor en charge de la culture et j'ajoute donc du patrimoine, maire de Saint-Quay-Portrieux, candidat de l'Union du Centre et de la droite républicaine aux élections départementales et vous étiez avec nous en direct ce matin. Je vous en remercie. Alors on n'a pas mis le masque, mais je crois que vous avez été vacciné. Voilà, je ne dévoile pas. Je fais partie de ceux qui plaident plutôt pour le pass sanitaire, même si on pense que c'est une perte de liberté. Je pense qu'au contraire, c'est pas une liberté, c'est qu'on démontre qu'on protège surtout les autres avant de s'être protégé. Voilà, eh bien moi la piqûre me guette, je vous le dis tout de suite. Voilà. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin et belle journée. Merci beaucoup de votre accueil. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.